l'histoire de Gallica. Je vous expliquerai ensuite pourquoi et comment on a choisi d'implanter Gallica sur les réseaux sociaux et comment ça marche. Alors Gallica, c'est donc la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires. C'est important parce que ce que vous trouvez dans Gallica aujourd'hui, ce n'est pas seulement des collections qui sont issues des collections physiques de la BNF, mais c'est aussi des collections numériques qui sont conservées dans des établissements partenaires, des bibliothèques, des centres de recherche, etc. Donc c'est vraiment, et c'est de plus en plus une bibliothèque numérique collective. C'est aussi une bibliothèque numérique qui a une histoire qui peut paraître courte, au regard humain. Gallica est mise en ligne à l'automne 1997, donc en temps humain, c'est une jeune fille en fleurs, mais en temps technologique et en temps du web, c'est une vieille dame qui a vécu un certain nombre de révolutions techniques et technologiques et qui a une certaine bouteille, donc il y a un visage aussi buriné par le temps. Donc quand Gallica ouvre ses portes en ligne en 1997, il y a 5000 documents en ligne. 5000 documents qui sont essentiellement du texte, enfin, des livres et quelques images. Et ces livres ont été numérisés en mode image. Alors là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, la différence entre le mode image et le mode texte pour un document numérisé. En gros, quand on numérise un document en mode image, c'est quand on le scanne ou on le photographie. Donc le résultat, c'est un fichier numérique qui se traduit par une image qui est un facsimilé de l'original, facsimilé en noir et blanc au départ, et puis l'évolution des technologies étant ce qu'elle est, on a aujourd'hui la possibilité de numériser en couleur. Le mode texte, c'est une surcouche qui vient sur cette image et qui va permettre, c'est une sorte de fichier texte comme peut l'être un fichier Word par exemple, qui va vous permettre de rechercher un terme ou une expression à l'intérieur d'un document et qui va permettre aussi à un moteur de recherche d'indexer votre document. Et donc si vous cherchez barbe dans un moteur de recherche et que le texte a été numérisé en mode texte, il va pouvoir ressortir dans votre liste de résultats. Donc le choix qui a été fait au départ, au début des années 90, par ce qui n'était pas encore la BNF à l'époque, ça a été de numériser en mode image, aussi parce que les techniques de numérisation en mode texte n'étaient pas encore très probantes au milieu des années 90. Donc quand Gallica ouvre en 97, on a surtout du texte, numérisé en mode image, donc sans mode texte, et numérisé en noir et blanc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les numérisations avaient commencé au début des années 90 et qu'à l'époque, on ne numérisait pas à partir des collections physiques de la BNF, mais à partir d'exemplaires achetés en antiquariat sur le marché du livre. C'était des livres qui étaient donc massicotés, on découpait les feuilles, on les passait dans des scanners, et à l'époque, numériser un livre, ça prenait une demi-journée. Donc ça, c'était le Gallica préhistorique de 1997. Et puis la BNF continue à numériser sur ce mode-là pendant plusieurs années, à partir de ces exemplaires achetés, ou aussi, ça a commencé à se faire au début des années 2000, à partir de microformes. Ce qu'on appelle les microformes, c'est des microfilms ou des microfiches. Vous en avez peut-être déjà consulté en bibliothèque, donc il faut des lecteurs spéciaux, mais ça a l'avantage d'être facilement et rapidement numérisable par des scanners. Ce qui se passe aussi, c'est qu'au début des années 2000, les premiers microformes que la BNF numérise sont ce qu'on appelle des microformes utilisés en salle de lecture. Donc des microformes qui ont déjà été passés sur des machines un certain nombre de fois, donc qui présentent des rayures, ce qui fait que à la fin du processus de numérisation, les documents sont tachés, sont assez moches. Donc ça aussi, ça rentre dans Gallica. Et donc ce que vous voyez en bleu, là, c'est la courbe du nombre de documents disponibles dans Gallica. Il y a un
un moment historiquement important à la fin de l'année 2004, qui est le moment où Google annonce qu'il va lancer sa propre bibliothèque numérique, qui s'appellera Google Books, et qui va numériser des collections conservées dans un certain nombre d'établissements de bibliothèques universitaires américaines, européennes, etc. Et cette annonce-là va susciter une sorte de sursaut de la part des institutions françaises, et en particulier du président de la BNF de l'époque, qui s'appelait Jean-Noël Javanet, qui écrit un article dans Le Monde, écrit ensuite un livre pour dire que voilà, il faut que l'Europe se mette aussi à numériser ses collections. Et cet événement-là va présider à la création d'Europeana, que vous connaissez peut-être, qui est donc un portail numérique qui permet d'accéder aux collections numérisées de tout un tas d'institutions culturelles en Europe, bibliothèques, musées, archives, etc. Et c'est la BNF qui va modéliser le portail Europeana, qui va donc servir de socle technique ou de structure au nouveau Gallica. Donc la décision de numériser la presse en 2005, si vous voulez, s'inscrit dans cette dynamique nouvelle qui a été en quelque sorte impulsée par la concurrence que Google faisait naître sur le marché des bibliothèques numériques mondiales. Donc, en 2005, on commence à numériser la presse à la BNF. On décide de numériser 30 titres de presse quotidienne depuis leur création jusqu'aux limites du droit d'auteur qui correspondent à 70 ans avant aujourd'hui. Donc en gros, aujourd'hui, vous pouvez consulter dans Gallica Le Figaro depuis les années 1830 jusqu'à 1943 ou 1944. En 2006, une autre étape importante, c'est les débuts de l'océrisation rétrospective. L'OCR, c'est un acronyme anglais pour désigner la reconnaissance optique de caractère. C'est ce qui va permettre de produire un fichier texte à partir d'un fichier image. Autrement dit, tout ce qu'on avait numérisé jusqu'à maintenant, c'était en mode image. Les techniques de reconnaissance optique de caractère à partir d'images, ce qui permet de produire un fichier texte à partir d'une image, c'est des logiciels de reconnaissance automatique. Autrement dit, ce n'est pas des gens qui vont taper à la chaîne du texte sur un traitement de texte à partir d'une image, c'est une machine qui traite l'image. Ces techniques-là avaient considérablement progressé depuis le milieu des années 90 et on a commencé à reprendre ce qui avait été numérisé pour injecter du texte sous l'image, en quelque sorte. Donc ça c'est important parce que avec un moteur de recherche comme celui de Gallica, à partir du moment où un texte est numérisé, un imprimé, un livre ou un fascicule de presse ou un numéro de revue a été numérisé en mode texte, il va être rendu beaucoup plus visible, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus facilement ressortir dans une recherche que si on ne dispose que du mode image et de la notice bibliographique, enfin de ce qu'on appelle les métadonnées, le titre, le nom de l'auteur, la date d'édition, etc. Donc ça permet une plus grande variété d'usage de ces documents-là. Et puis, vraiment le point de... c'est pas le point de rupture, mais c'est un point extrêmement important dans l'histoire de Gallica, c'est 2007, le début de la numérisation de masse, où là, on va numériser en masse des documents à partir des collections physiques de la BNF. Donc là, on le voit sur la courbe de croissance du nombre de documents. Ce qui va être numérisé en masse au départ, c'est de l'imprimé, des livres, des revues. On continue les programmes de numérisation de la presse. Et puis en 2009, ça va être les débuts de la numérisation des collections spécialisées. Ce qu'on appelle collections spécialisées à la BNF, ce sont les manuscrits, les cartes et plans, les images, donc la photographie, les estampes, les affiches, les partitions, les enregistrements sonores, et puis tout un tas de types de documents qui sont conservés dans les collections de la BNF et qu'on ne s'attendrait pas forcément à voir dans Gallica, des marionnettes,
des maquettes de décors en volume, des monnaies et médailles. Donc ces différentes filières de numérisation-là vont contribuer à enrichir considérablement la masse de documents présents dans Gallica. Et parallèlement, au fur et à mesure des évolutions technologiques, on va numériser différemment. Ce qu'on numérisait en noir et blanc en 2007, aujourd'hui on le numérise en couleur et on le numérise dans un niveau de qualité et de définition de l'image qui est bien supérieur à ce qu'on pouvait faire au milieu des années 2000. Donc, tout ça pour vous dire que Gallica a énormément évolué à la fois sur le plan de la diversité des contenus qui sont consultables dans la bibliothèque numérique, sur le plan de la masse documentaire, et ça fait aujourd'hui de Gallica une espèce de millefeuille, de strates de documents qui peuvent avoir des aspects extrêmement divers selon la période à laquelle ils ont été numérisés, et qu'on approche aujourd'hui des 3 millions de documents. Et parallèlement, là, ces images ici vous montrent aussi que le visage de l'interface Gallica a aussi évolué avec ces contenus et avec la diversité des contenus, puisque on ne consulte pas en ligne de la même façon un livre qu'une monnaie, par exemple. Donc il y a des contraintes aussi de consultation, des contraintes de fonctionnalité propres à chaque document qui font que l'interface de Gallica sur le site web peut, pour un débutant ou quelqu'un qui débarque sur Gallica pour la première fois, paraître un peu complexe ou un peu difficile à manipuler. Ça s'explique aussi par l'histoire de ces strates de numérisation successives. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Même si le fonds de la BNF n'est pas essentiellement, n'est pas le seul fonds qu'on peut consulter sur Gallica, 3 millions de documents numérisés, qu'est-ce que ça représente par rapport au fonds de la BNF? Alors ça, c'est un peu la question à 100 francs. C'est très compliqué de... si vous posez la question à des conservateurs de la BNF, vous allez avoir des réponses différentes, mais en gros, on estime entre 15 et 20 millions le nombre de documents physiques conservés à la BNF. Donc c'est une part assez infime, sachant que ce qu'on numérise aussi, ça c'est un point important et j'en ai pas parlé, ce sont essentiellement des documents libres de droit. Donc des documents qui ne sont pas couverts par le droit d'auteur, pour des questions juridiques. Il y a des exceptions à cette règle-là, puisque la BNF négocie la diffusion de documents avec certains ayants droit, ce qui explique pourquoi on a certaines revues dans Gallica qui sont consultables jusqu'aux années 2000, où on a tout un corpus de photographies de spectacles des années 60 à aujourd'hui, parce que la BNF a négocié les droits avec le photographe. Donc il y a tout un tas de petits îlots comme ça de documents sous droit ou plus récents, mais la majeure partie de ce qui est consultable dans Gallica, c'est libre de droit. J'ai une question sur le nombre de documents numérisés chaque semaine ou chaque mois. Alors, voilà, Gallica s'enrichit continuellement de documents, puisque les opérateurs de numérisation scannent tous les jours des documents qui sont ensuite traités pour pouvoir rentrer dans la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne d'entrée des documents numérisés et finir par arriver dans Gallica. Et donc chaque semaine, il y a le moteur de Gallica indexe les nouveaux documents, et il y a un jour où les nouveaux documents arrivent dans Gallica, et ça peut être entre 1000 et 6000 nouveaux documents qui sont versés chaque semaine dans Gallica. Donc il y a vraiment un accroissement extrêmement rapide de la volumétrie des collections. Juste aussi une question qui va se faire, c'est comment vous faites le choix pour numériser tel ou tel document? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que... Ou alors c'est... Voilà. Alors il y a une logique. La Bibliothèque nationale de France, elle est structurée en départements, qui sont soit des départements de collections spécialisées, le département des manuscrits, le département des
DAL, les départements de la musique. Et il y a aussi ce qu'on appelle des départements thématiques, droit, économie, politique, lettres, langue, littérature et art. Enfin, voilà, et chaque département a sa politique de numérisation. L'ensemble est coordonné, mais chaque département choisit les corpus à envoyer à la numérisation. Et ce choix-là, s'il se faisait dans les années 90 sur des critères, peut-être l'objectif en 97, c'était d'ouvrir ce qu'ils appelaient alors la bibliothèque virtuelle de l'honnête homme, donc une espèce de Lagarde et Michard en ligne. Avec l'ouverture de la numérisation de masse, on n'est plus du tout sur une sélection titre à titre, mais l'approche qui a été choisie par un certain nombre de départements thématiques, c'est de numériser par cote de documents. Et il se trouve que la cotation à la BNF, c'est une cotation thématique, la cotation Clément, qui permet d'envoyer des rayonnages entiers, des mètres linéaires à la numérisation en fonction de thématiques définies et choisies dans le cadre d'une politique documentaire. Alors là, je caricature à gros traits, puisque évidemment, tous ces documents qui sont conservés sur les étagères et qu'on envoie à la numérisation, il faut vérifier qu'ils sont libres de droit, d'une part, qui sont numérisables et qui ne vont pas être endommagés par un processus de numérisation de masse. Ça veut dire que toutes les reliures trop serrées, par exemple, qui feraient que si on ouvre un livre au-delà d'une ouverture à 90 degrés, le dos va casser, ou le papier est trop fragile, ou trop acide, ou bref, il y a tout un tas de critères de non-numérisabilité qui font que on parle de numérisation de masse, mais il y a aussi un processus de sélection humaine qui est, voilà, qui doit prendre en compte la conservation du document physique. Pour les livres qui sortent aujourd'hui, est-ce que les éditeurs transmettent un fichier pour éviter d'avoir à numériser dans 70 ans? Comment ça se passe? Ou est-ce que dans 70 ans, la BNF devra numériser, enfin ça aura tellement évolué dans 70 ans, elle va devoir renumériser ce qui est produit aujourd'hui et qui pourrait être transmis déjà par l'éditeur? Alors il y a déjà en fait il y a la majeure partie de la collection, des collections physiques de la BNF, elles sont constituées par le dépôt légal. Oui. Il y a déjà des éditeurs qui déposent, dans le cadre du dépôt légal, des exemplaires numériques, en plus des exemplaires papier, et ça va bientôt devenir une règle, une obligation. Il n'y aura plus besoin de numériser. Alors, le problème, c'est que les éditeurs vont pouvoir déposer des fichiers numériques, mais rien ne dit que ces fichiers numériques pourront passer dans la chaîne d'entrée de Gallica. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque la numérisation à la BNF, elle se fait dans le cadre d'un cahier des charges techniques extrêmement précis, et qu'on ne peut pas faire rentrer dans Gallica des documents qui ne rencontrent pas les critères techniques demandés. Est-ce que tous les documents qui sont en mode image ont vocation à passer en mode texte? Alors, les techniques d'OCR, comme je l'ai dit, ont beaucoup progressé, mais elles ne vont pas nécessairement marcher sur tous les documents. C'est-à-dire qu'on a beaucoup océrisé rétrospectivement des textes du 19e siècle, du début du 20e siècle, mais sur un exemplaire du 16e avec des S longs, des choses comme ça, les logiciels d'OCR ne vont pas réussir à transcrire, ou en tout cas pas bien le faire aujourd'hui. Il y a aussi d'autres contraintes qui sont que quand on a un document qui est un document très épais, par exemple, un dictionnaire de 1500 pages, avec une reliure assez serrée, mais qui a quand même permis la numérisation, on va avoir des fonds de cahier qui sont très serrés, donc l'image qui va être produite lors de la numérisation va faire que les lignes sont courbes. Les lignes de texte sont courbes. Et les logiciels d'OCR, aujourd'hui, ils vont buter sur ce problème-là. Si la ligne n'est pas suffisamment droite pour permettre la reconnaissance des caractères, ce qui va être produit, ça va être le bout de ligne droit sera correctement reconnu, mais le bout de ligne courbe, ça va être de la bouillie. En termes de, ça va être du X, Z, point d'interrogation, etc.
Alors, donc, peu après le démarrage de la numérisation de masse à la BNF, il y a eu une sorte de réflexion collective en interne qui s'est traduite par ce qu'on a appelé le schéma numérique de la BNF, qui est une sorte de grande carte heuristique qui cartographie les grandes missions de la BNF, qui sont les missions traditionnelles, conserver, signaler, communiquer, valoriser, mais traduites sur le plan du numérique. Donc pour évaluer un peu l'impact que le numérique pouvait avoir sur les missions de la BNF, sur ses métiers. Et dans le volet valorisé, il y a un sous-volet dont je vous présente ici une copie, qui est le miser sur les collections et qui établit un peu les bases d'une réflexion sur la valorisation des collections numérisées dans Gallica et hors de Gallica. Donc assez vite, à partir du moment où on a commencé à numériser en masse, on s'est dit, bon ben voilà, on a une masse phénoménale de documents mis en ligne dans Gallica, qui était jusqu'à maintenant plutôt un outil utilisé par des chercheurs, par des universitaires, par quelques niches d'utilisateurs comme des généalogistes, mais qui était finalement très peu connu du grand public. Donc on a commencé à réfléchir à la façon dont on pouvait faire la promotion de cette bibliothèque numérique, que pour faire la promotion d'une bibliothèque numérique comme Gallica, il fallait, dans l'économie du web telle qu'elle était en 2008 et telle qu'elle est encore aujourd'hui, il fallait sortir des murs de la bibliothèque, donc aller là où se trouvent les gens, aller dans leur boîte mail, aller sur les réseaux sociaux, etc. Et à partir de cette réflexion-là, on a mis en place des outils de valorisation autour de Gallica. Donc on s'est exporté hors de Gallica, avec en 2009 la création d'un blog et d'une lettre d'info, donc je vous montre le blog qui existe toujours et sur lequel on publie 1 à 2 billets par semaine, qui sont des billets qui s'attachent à certains corpus numérisés récemment, ou à des nouvelles fonctionnalités, ou à des thématiques. Voilà, là, un billet sur les cafés et les bistrots au 19e, la littérature pour la jeunesse dans Gallica, voilà, Claude Bernard. Donc ça, c'était un peu la préhistoire de l'exportation de Gallica hors les livres. Et puis, on a la même année mis en place une lettre d'information qui est aujourd'hui envoyée chaque mois à près de 50 000 abonnés et qui, là aussi, s'attache à mettre en valeur les collections en insistant surtout sur les nouveautés et sur le côté visuel des collections. J'en parlerai. Donc, je vous conseille vivement de vous abonner à cette lettre. Et puis en 2010, on s'est implanté sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook et sur Twitter. Donc la page Facebook de Gallica, aujourd'hui c'est 35 000 personnes qui suivent la page Facebook et on publie chaque jour un album ou une. Donc là par exemple, cette semaine on a fait une semaine spéciale guerre de 14. Voilà, on n'a pas résisté à l'appel des commémorations, avec chaque jour un post. Ici par exemple une sélection de livres pour la jeunesse qui traitent de la guerre de 14, qui ont été souvent publiés autour de 1920. Un carnet manuscrit d'Apollinaire, avec à chaque fois un petit texte d'explication et un lien qui renvoie vers le document dans Gallica. Donc voilà à quoi ressemble la page Facebook de Gallica. Les mangeurs d'enfants. Ça c'est une... J'en parlerai tout à l'heure, des canards du 19e. C'est le genre de choses qui... Le fil Twitter
même chose qui existe depuis 2010. Donc on a près de 17 000 abonnés. Ce qui pour un fil Twitter, enfin, c'est moins que Barack Obama, c'est moins que Lady Gaga. Que Katy Perry. Voilà. Mais pour une bibliothèque numérique, c'est quand même, c'est pas loin de la superstar. Et là, on publie entre 5 et 10 tweets par jour. Donc on a un rythme de publication qui est quand même beaucoup plus soutenu. Donc là, vous pouvez voir les derniers tweets que je découvre en même temps. Apollinaire. Apollinaire, c'est... Ah oui. Oui, donc là, par exemple, Apollinaire, c'est des ouvrages... Voilà, ça c'est un document qui est conservé à la réserve des livres rares de la BNF. Apollinaire vient tout juste au 1er septembre, il me semble, de tomber dans le domaine public. Donc la BNF avait déjà numérisé un certain nombre d'ouvrages d'Apollinaire, mais ne pouvait pas les diffuser dans Gallica. Donc ils sont tous rentrés d'un coup dans Gallica en septembre. Donc ça c'est les épreuves corrigées des calligraphes. Qui a la main pour tweeter? Est-ce que ça passe forcément par votre service ou est-ce que les départements ont toute liberté pour tweeter sur ce qu'ils veulent? Non, en fait, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est une équipe de 6 personnes. Alors, on est preneur de suggestions de la part de collègues, mais c'est 6 personnes qui ont la main sur le fil Twitter, sur la page Facebook. Le blog, en revanche, il est beaucoup plus ouvert en interne, puisqu'il y a une vingtaine de personnes qui sont habilitées à publier sur le blog, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement l'auteur du billet, mais que c'est elles qui vont solliciter les collègues pour produire le billet, et c'est elles qui le mettent en ligne sur le blog. Et le dernier né, c'est le compte Pinterest de Gallica. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Pinterest, c'est un réseau social de partage d'images essentiellement, qui est encore assez peu utilisé en Europe, mais qui connaît un succès fulgurant en Amérique du Nord. Et le principe de Pinterest, c'est le tableau en liège que vous avez dans votre cuisine et sur lequel vous allez épingler des photos de vos enfants, des coupures de journaux, des choses que vous avez plaisir à regarder tous les jours. Et là, le principe, c'est qu'en surfant sur le web, vous allez trouver des images que vous allez épingler sur votre compte dans différents tableaux. Donc là, par exemple, un tableau jouet en papier, c'est avec un certain nombre d'images. Quand je clique une fois, l'image s'affiche en grand. Et un deuxième clic me permet d'arriver à l'endroit où j'ai épinglé l'image. Le principe, c'est toujours de retourner au site source. Et puis, comme sur Facebook ou sur Twitter, vous pouvez vous abonner à un certain nombre de comptes et vous avez des comptes, des utilisateurs qui s'abonnent à vous. Donc, l'utilisation du compte Pinterest, elle est encore assez marginale par rapport à ce qu'on peut faire sur Facebook ou sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup moins d'abonnés, parce que c'est moins connu. Mais c'est vraiment une interface extrêmement différente de celle de Facebook ou Twitter, qui joue beaucoup plus sur l'image et puis qui garde la mémoire de ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire qu'autant vous pouvez le savoir sur Facebook ou sur Twitter encore plus, il y a un flux naturel qui fait que les informations elles disparaissent au bout d'un moment. Pour aller rechercher un tweet que vous avez publié il y a 2 ans, il va falloir scroller pendant des heures ou trouver le bon moteur de recherche spécialisé dans Twitter qui va vous permettre de retrouver si vous vous souvenez de la formulation que vous avez utilisée, mais sinon non. Là, avec Pinterest, on a quand même une interface qui permet de garder en mémoire les publications qu'on y a déposées. Est-ce que vous avez des questions? Alors, avant de se lancer sur Twitter, Facebook et ensuite sur Pinterest, on a un petit peu réfléchi. On n'y est pas allé la fleur au fusil.
Et on a regardé ce qui se faisait. Donc c'était en 2010, c'était quand même, c'est pourtant il n'y a pas si longtemps, mais Twitter n'était pas un réseau social aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui. Et il y avait assez peu d'institutions françaises et de bibliothèques françaises qui étaient implantées sur Twitter. Donc on est beaucoup allé regarder ce qui se faisait à l'étranger, aussi bien dans le milieu des bibliothèques que dans le milieu des musées ou des archives. Et on a vu un certain nombre de choses qui nous intéressaient. Il y avait notamment le compte, qui existe toujours, le compte Twitter de la New York Public Library, qui est vraiment, moi c'est un exemple en termes de ton et de familiarité qu'il peut y avoir dans le fil d'une institution qui est pourtant particulièrement prestigieuse. Et on s'est arrêté sur une ligne éditoriale spécifique qui posait Gallica comme un service. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui ont choisi des identités numériques qui s'appuient sur des avatars de personnes. C'est le cas par exemple de celui-là. Ça c'est les bibliothèques médiathèques de Metz qui ont choisi d'incarner leur présence sur Twitter avec un avatar Miss Média qui a un visage et qui a une voix assez féminine, qui a une personnalité propre, etc. Donc il y a un fil Twitter, une page Facebook. Ça, c'est ce qu'on appelle une identité de personne. Donc nous, on a volontairement choisi de ne pas mettre en avant la personne qui gère le compte, la personne ou les personnes, et de s'effacer devant le service que rend Gallica, aussi bien sur le plan du contenu que sur les plans des fonctionnalités. Il y a d'autres institutions qui ont choisi aussi de mettre en avant une thématique spécifique, donc avec une identité thématique. C'est le cas du compte de la bibliothèque du Congrès consacrée aux cartes qui sont conservées dans cette bibliothèque. C'est le cas aussi, par exemple, de ce fil qui émane de la British Library et qui met en valeur essentiellement les manuscrits médiévaux. Et d'ailleurs, voilà, qui retweet beaucoup de trouvailles que font les internautes dans ces collections numérisées, ce qu'on fait aussi dans Gallica. Et ça me fait sourire parce que ce monsieur-là, Damien Kempf, il va beaucoup chercher dans les manuscrits médiévaux de Gallica, il tweet ses trouvailles, donc il va un peu manger la poudre à tout pied, mais c'est le jeu. Et puis dernière identité qu'on constate aussi assez souvent, qui est une identité institutionnelle, c'est le cas de la British Library qui communique sur son actualité, ses horaires de fermeture, d'ouverture, etc. Donc là, c'était vraiment pas dans ce registre-là que Gallica pouvait se placer. Donc on a défini cette identité de service, on l'a appuyé sur 3 axes majeurs, qui étaient le fait que ce qu'on voulait faire avant tout, c'était mettre en valeur des contenus, donc pousser les contenus hors de Gallica, qu'on voulait également communiquer sur l'interface ou les interfaces, donc signaler les nouvelles fonctionnalités, signaler les problèmes éventuels, et enfin interagir avec ceux qu'on appelle les gallicanautes, les utilisateurs de Gallica, répondre à leurs questions, éventuellement les solliciter. Et dernier point qui est vraiment très important dans le positionnement éditorial qu'on a adopté, qui était de mettre en valeur les usages qui sont faits de la bibliothèque numérique, c'est-à-dire la façon dont les gallicanautes peuvent utiliser les collections numérisées, les réutiliser, se les réapproprier en les mettant en valeur sur leur blog, sur leur site, en parlant dans des forums de discussion, etc. Et pour faire tout ça, il fallait quand même que Gallica ait une voix propre et identifiable, qui soit quand même relativement sérieuse, parce que Gallica, c'est un service de la BNF, donc en tant qu'émanation d'une institution comme la Bibliothèque nationale de France, on ne pouvait pas se permettre de dire n'importe quoi sur les collections. On ne peut pas non plus se permettre d'émettre des opinions politiques ou autres. Donc il y avait une certaine réserve, une certaine
expertise aussi sur les collections et sur les fonctionnalités à proposer aux abonnés. Mais faire tout ça en ayant un minimum de sens de l'humour, parce que sinon c'est pas drôle, et en étant relativement bavard aussi, puisqu'on voulait quand même que cette présence en ligne sur les réseaux sociaux soit visible et audible. Donc c'est pour ça qu'on a 1 à 2 posts par jour sur la page Facebook et sur le fil Twitter entre 5 et parfois ça peut monter jusqu'à 25 tweets par jour selon qu'on est interpellé par des gens et qu'on leur répond. Enfin, voilà, ça dépend des jours et de la personne qui est responsable du fil Twitter. Alors quelques exemples. Lors de la semaine du 28 octobre, un album sur la page Facebook qui montrait qui rassemblait un certain nombre d'illustrations de Rodin pour une édition du Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau. Donc ça c'est un ouvrage qui est conservé à la réserve des livres rares de la BNF. On était aussi allé chercher dans la presse quotidienne, on fonctionne pas mal sur le gimmick il y a 100 ans, c'était à la une. Et il se trouve que 100 ans auparavant, à la une du matin, on a trouvé ces 3 faits divers avec des titres littéraires, ça nous a amusé. On l'a mis en avant sur Twitter et sur le compte Pinterest où on a un tableau consacré à la presse quotidienne. Et enfin, sur Twitter, un exemple dont on est très fier parce que c'est notre record absolu de retweet d'un détail d'un manuscrit médiéval avec une petite accroche qui faisait référence à Elvis. D'autres exemples, donc pour choisir les contenus qu'on met en avant, on s'appuie sur les commémorations nationales ou autres. Donc là, c'est le centenaire de la publication du côté de chez Swann, vous avez dû en entendre parler. Il se trouve qu'on a dans les collections de la BNF et dans Gallica les épreuves corrigées du côté de chez Swann. Donc ça, c'est intéressant. J'ai choisi cet exemple aussi parce pour ces chiffres-là, donc une photo qui est aimée par 600 personnes sur Facebook, c'est une chose, on peut s'en vanter. Mais ce qui est surtout important, c'est le 3e chiffre ici, qui est le nombre de partages. Donc une publication qui est partagée par 571 personnes sur un réseau social comme Facebook, ça veut dire que ça démultiplie d'autant le nombre de personnes susceptibles de la voir, susceptibles de prendre connaissance de Gallica. Donc il y a un effet vertueux en termes de communication et en termes de promotion, qui est assez important. Les mangeurs d'enfants, là c'était pour... Donc là il s'agit de canards du 19e siècle, c'est des petites publications qui mettent en valeur des faits divers tragiques et particulièrement horrifiques, et qui viennent tout juste d'être mis en ligne dans Gallica. Donc on s'appuie aussi sur l'actualité des collections, l'actualité des mises en ligne, comme ici avec le manuscrit du Horla de Montfaucon, qui est aussi en ligne dans Gallica. Les commémorations, donc là 14-18, on est en plein dedans, et ça va durer encore un certain temps. On s'attache aussi à communiquer sur un certain nombre de statistiques ou de chiffres qui peuvent intéresser les maniaques des chiffres, il y en a sur Twitter. Le document le plus téléchargé, donc en l'occurrence le lien ici, mène vers une édition des Mémoires de Saint-Simon. C'est le document le plus téléchargé le mois dernier, c'était les Mémoires de Saint-Simon. Ça peut aussi être on a des outils qui nous permettent de retracer la provenance des internautes sur Gallica. Donc d'où ils viennent quand ils arrivent sur Gallica. Et il y en a un certain nombre qui viennent de Wikipédia. Donc régulièrement, on signale la page Wikipédia qui apporte le plus de visiteurs dans Gallica. Donc celle d'octobre, je crois que c'était la page qui est consacrée à Madame de Sévigné. Il se trouve que dans les liens externes, il y a un lien vers
les éditions des lettres de Madame de Sévigné dans Gallica et que Madame de Sévigné doit être au programme d'une quelconque agrègue et que ça, voilà, ça suscite l'intérêt. Et puis c'est aussi en fonction de ce qu'on peut trouver dans Gallica, de ce qui nous séduit personnellement, en fonction de nos goûts du moment. Donc là, il y avait cette photo de New York des années 50 qui était particulièrement jolie. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la mise en valeur des contenus. Gallica, c'est aussi une bibliothèque numérique avec une interface qui évolue constamment. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées à chaque nouvelle version, en gros tous les 2 ou 3 mois. Et puis Gallica, c'est aussi une bibliothèque numérique qui est en train de se satelliser de plus en plus. Pendant 15 ans, ça a été un site web, et c'est tout. Maintenant, c'est un site web, des applications mobiles, un site web mobile, etc. Donc il y a une sorte de diversification des supports qui joue aussi sur le type de contenus qui sont accessibles sur chacun de ces supports. On n'a pas forcément accès dans l'application mobile à tout ce qu'on peut voir sur le site web, donc ça, il faut l'expliquer. Par exemple, on a changé le moteur de recherche de Gallica cet été, donc il a fallu qu'on explique aux utilisateurs ce qui changeait. C'est pour ça que ça marchait moins bien. On en reparlera après. Il y a des choses qui sont améliorées, puis il y a des choses qui marchent moins bien et qu'on travaille à corriger. Ça dépend du type de collection sur lequel on travaille. Sur la presse, c'est facile. Ouais. Donc on a publié un billet de blog, on en a parlé sur Facebook, on en a parlé sur Twitter, etc. Même chose quand l'application Gallica devient compatible pour iPhone, on en parle sur le blog, on en parle sur Twitter, et donc sur Twitter on se permet une approche et des formules qui sont parfois moins académiques ou moins institutionnelles que ce qu'on peut se permettre sur le blog. Le blog, c'est quand même un outil assez sérieux, on ne se permettrait pas ce genre de blague-là sur le blog de Gallica. Non mais allô quoi. Le hashtag c'est non mais allô quoi. T'as un iPhone et t'as pas téléchargé l'appli Gallica, hashtag non mais allô quoi. Je vais... Alors, un hashtag... C'est un mot-clé. Un hashtag, c'est un mot-clé, c'est une façon... En fait, c'est un terme qui va vous permettre d'indexer le contenu de ce que vous dites, ou de l'étiqueter. Donc, un exemple... Trouve un sosie dans Gallica. Il est... Voilà. Donc... Trouve un sosie dans Gallica. Ça, c'est il y a quelques... En fait, c'est un peu une blague. Ça faisait des années que dans... Voilà. Ça faisait des années que dans l'équipe Gallica, régulièrement on trouvait dans Gallica un sosie d'un collègue ou d'une célébrité, et puis on se l'envoyait, ça nous faisait rigoler entre nous. Et un jour, un des collègues qui était en charge du fil Twitter publie ce tweet-là avec le hashtag Trouve un sosie dans Gallica. Et donc tout le monde s'est mis à chercher des sosies. Ah, c'est moi qui ai mis. Ah bah voilà. C'est sur YouTube. On l'a connu. Donc c'était quand même il y a quelques mois, mais voilà. Et donc ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Hein. oui, oui. On n'est pas responsable de tout. Et si vous allez dans tout, il y en avait un qui était génial avec Gad Elmaleh. Moi, je trouve que ça avait été le plus extraordinaire en allant dans tout. C'était une gravure. Ah oui, Sophie. Marin Richard Boranger. Ouais, c'était pas mal ça. C'était au tout début, je crois. C'était dans les 4-5 premiers. Ah, mais chien dit Richard. Ah oui.
incroyable. Hein. On a passé un certain temps à chercher des choses et il y a un irréductible qui continue encore 6 mois après à en trouver régulièrement et à les publier. Oui, donc au-delà de l'aspect rigolo, que c'est... Là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai rigolé. Oui, voilà. Et puis à inciter les gens à aller chercher dans Gallica. Ça ne sert pas totalement à rien. Parce que ça sert quand même à montrer qu'on a dans Gallica une variété de ressources iconographiques de tout poil. Et que le fait de le montrer visuellement avec une image qui interpelle, qui amuse, ça permet de marquer les gens. Oui. Alors pour ce qui est de l'interaction avec les gallicanautes, ça se traduit par plusieurs aspects. D'abord le fait que on doit répondre à des questions qui nous sont posées sur le fond. C'est-à-dire que là, par exemple, une internaute qui trouve dans un manuscrit médiéval cette image et qui invoque Twitter pour dire mais qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça sort, et une autre qui du coup nous interpelle, il faut qu'on y réponde. C'était pas tout à fait évident, et pour répondre à ce type de questions-là, on peut s'appuyer sur l'expertise de tous les collègues qui sont au plus près des collections physiques de la BNF et qui sont beaucoup plus en mesure de répondre à ce type de questions que nous. Même chose là sur cet album qu'on avait publié dans la page Facebook de Gallica. Il y a toute une discussion qui s'est engagée dans les commentaires sur les techniques d'impression de ces documents. Est-ce qu'il s'agissait de lithographie, est-ce qu'il s'agissait d'eau forte, etc. C'est pas forcément des choses qu'un spécialiste peut distinguer à partir d'un document numérisé. Donc là, c'est le collègue au département des estampes qui allait vérifier sur l'original du document pour dire si c'était une eau forte ou une lithographie et qui nous a fourni la réponse. Ça veut dire aussi répondre à des utilisateurs qui ont des problèmes techniques ou qui ont des problèmes d'utilisation de Gallica, qui peuvent être des utilisateurs bien lunés, comme la dame sur Twitter qui nous demande de mettre à jour l'application Gallica pour iPhone, iPad, parce que ça ne marche plus avec le nouveau système d'exploitation d'Apple. Ça peut être des utilisateurs plus agressifs qui je ne sais pas si vous pouvez lire l'ensemble de cet échange qui a trait essentiellement à la fonctionnalité de téléchargement du document, mais qui dérape un petit peu sur les questions. Je pense que Gallica... Très compliqué, pas du tout. Oui, voilà, là on a pris mon grade ce jour-là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut arriver qu'il y ait sur les réseaux sociaux, comme sur les blogs ou dans la vie en général, des trolls qui sautent sur la moindre occasion pour démolir, critiquer, et ce de la façon la plus violente qui soit. Et ce qu'on a constaté, c'est que souvent c'était pas la peine que nous on réponde parce que la communauté s'en chargeait. Et là, cette réaction-là, elle est assez caractéristique de ce type de défense-là. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit ce monsieur ici, même si ça fonctionne, c'est copie fraude de toute façon. Copie fraude, c'est un terme qui est utilisé par un certain nombre d'internautes qui considèrent que tout ce qui est numérisé à partir du domaine public doit être utilisable, réutilisable gratuitement, librement, quelle que soit la finalité pour laquelle on la réutilise. Autrement dit, les conditions générales d'utilisation de Gallica aujourd'hui, elles disent que vous avez tout à fait le droit d'utiliser un document, de le publier sur votre blog, de l'utiliser pour un cours, d'en faire n'importe quelle réutilisation, même si vous le trafiquez dans tous les sens, pourvu que ce ne soit pas une réutilisation commerciale, que ce soit une réutilisation non commerciale. En revanche, si vous utilisez
le document pour le réutiliser dans une finalité commerciale, là, il va falloir que vous vous acquittiez à la BNF d'une redevance dont le montant varie en fonction du type d'utilisation que vous voulez en faire, du format que vous voulez choisir pour votre publication, du nombre de tirages de votre publication, etc. Donc, c'est cette partie-là des conditions générales d'utilisation qui suscite une certaine opposition de la part des militants de l'ouverture totale des données publiques et des données numérisées à partir du patrimoine français. Voilà, donc ça fait partie aussi des questions sur lesquelles on peut être interpellé sur Twitter assez régulièrement. Vous n'êtes pas débordé par le nombre de questions auxquelles il faut répondre? C'est assez variable, mais non. Il y a des jours avec et des jours sans. Est-ce qu'il y a une courbe ascendante sur les sollicitations qui vous sont faites? Parce qu'à un moment, ça ne va pas devenir ingérable. Alors, en fait, au départ, on était deux pour gérer le fil Twitter de la page Facebook et on faisait ça alternativement une semaine sur deux. Et puis très vite, on a été totalement asphyxiés. On s'est dit, si on continue, on va brûler sur place. Il faut qu'on soit davantage. Donc on est passé à 4 et maintenant on est 6. Et c'est le fait d'élargir l'équipe comme ça qui permet de pouvoir absorber l'augmentation du volume. Mais c'est pas non plus, on n'est pas la hotline de la Freebox. Il y a quand même une limite à notre popularité. Alors, interagir avec les gallicanautes, ça peut aussi être plutôt sympathique, avec des réactions assez enthousiasmantes, auxquelles on s'efforce de répondre avec un petit mot, un petit lien vers un document de Gallica. Donc c'est comme ça qu'on était rentré en contact avec Sophie Duluc. Oui, je peux juste le raconter. Moi, j'avais pas compris qu'il y avait tous ces gens derrière. Pour moi, Gallica, c'était une sorte de chose qui existait en soi. Hein. Et il y avait une série de tweets qui étaient de renvoi vers des liens particulièrement intéressants. Et donc, j'avais écrit ce petit tweet, bien bravo de toute l'équipe, vos tweets sont un régal. Je pense que ça avait un rapport avec la gastronomie, peut-être. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le mot régal. 5 minutes après, je reçois une réponse. Et il se trouve qu'actuellement, je travaille sur l'anthropophagie. Et l'équipe de Gallica est allée chercher dans les collections Gallica une dizaine de documents sur des anthropophages. Et donc, il m'avait répondu, un régal vraiment, et avec un lien vers les documents sur les cannibales. Et alors là, j'étais restée comme deux ronds de flanc. Je m'étais dit, mais il y a des êtres humains derrière ce site. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'étais un peu comme Georges Kaplan, tombé amoureux de vous, virtuellement. Donc je vous avais suivi, j'avais commencé à vraiment vous suivre. Donc voilà, ça, une présence sur Twitter ou sur Facebook avec un positionnement comme ça, un peu humoristique, fantaisiste, un peu quotidien, avec une volonté de connivence aussi avec les utilisateurs, ça donne ce genre de choses, mais il n'y a pas que des gens heureux. Marine. Voilà, Marine. Alors ça, en fait, j'aime beaucoup cette histoire parce que c'était un soir, donc 9h10, donc vers 21h, et c'était ma semaine. Et ça m'arrive le soir chez moi de regarder s'il se dit des choses. Donc quand on est sur Twitter, on va à la fois regarder les mentions, autrement dit les tweets qui vous sont adressés directement, mais pour Gallica, on va aussi regarder les tweets qui mentionnent Gallica tout court, et je tombe là-dessus. Et ça me fait rigoler. Donc je vais voir qui c'est cette Marine, je vois qu'elle a plusieurs centaines d'abonnés, donc je me dis, bon, je regarde ses derniers tweets, je la trouve marrante, je la trouve sympa, je vois qu'elle a un blog, je vais regarder son blog, il est assez intéressant, bref, je lui réponds. Tout le monde arrive à lire.
ne nous est pas adressée directement, mais qui est adressée à l'ensemble de ses abonnés, et qui dit ceci. Et je trouve que cette formule-là, il y a quelqu'un dans gallica.bnf.fr, c'est une formule qu'on n'aurait pas, à laquelle on n'aurait pas pensé, et qui est particulièrement révélatrice de ce qu'on voulait faire au départ, en se lançant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, voilà, donner une voix, donner une présence à la bibliothèque numérique, et comme dans une bibliothèque physique, renseigner l'utilisateur qui ne trouve pas son bouquin et qui est vraiment mécontent de la façon dont les choses sont rangées. Voilà. Parallèlement, interagir avec les gallicanautes, ça nous paraissait important aussi de créer des rendez-vous. Et ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était une chose qui était pratiquée par un certain nombre d'institutions ou par un certain nombre de marques qui ont une présence active et intelligente sur les réseaux sociaux. Donc on a créé cette énigme du vendredi sur Facebook. Au départ, ce n'était pas du tout une énigme du vendredi, on l'avait appelée l'énigme du week-end. On s'était dit, on la publie le vendredi, et puis le lundi, on donne la réponse, ils auront tout le week-end pour chercher. Et en fait, dans les faits, les énigmes, très vite, elles étaient résolues en 10 minutes, en un quart d'heure. Donc au départ, on mettait une image avec une question, et puis après, on a dû augmenter le nombre d'images, augmenter la difficulté des énigmes. Donc c'est presque le plus difficile à programmer dans ces publications, c'est trouver une énigme qui soit susceptible de résister un quart d'heure à des internautes qui ont une capacité, qui ont déjà des connaissances sur des sujets extrêmement variés, qui sont très pointus, et puis qui ont une maîtrise de l'outil Gallica qui est impressionnante. Et du coup, assez vite, l'énigme du vendredi est devenue une sorte de rendez-vous attendu par les gens qui suivaient la page, qui nous disaient souvent « Ah mais j'arrive trop tard, ah mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenu ?» Donc maintenant, tous les vendredis matins, il faut qu'on indique l'heure à laquelle se déroulera l'énigme, sinon les gens râlent. Et on voit que parfois, 3/4 d'heure avant l'heure annoncée, ils sont prêts. Ah oui, dans les starting blocks. Voilà. Ils décrochent le téléphone. Alors pour être tout à fait honnête, souvent les gens qui résolvent l'énigme du vendredi, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est soit des documentalistes, soit des bibliothécaires, ouais. C'est des gens du milieu. C'est universitaire. Non, c'est Facebook ça. Ah, il faut être sur Facebook. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Dominique Rolland, c'est une universitaire par exemple. Ah oui, Tout à l'heure, il était sur YouTube. oui, Voilà. Alors oui, mais là, et si on ne veut pas être sur Facebook, pour des raisons, bonnes raisons. Non, c'est vrai, c'est un vrai problème. Bah, tu crées ton propre réseau social. Vous pouvez vous abonner à la lettre d'info. Et dans la lettre d'information, maintenant, chaque mois, on va sélectionner l'énigme qui a le mieux marché et on vous met un lien vers cette énigme-là. Oui, mais tu le fais pas avec les autres. C'est du réchauffé, ça. Oui, mais surtout dans l'énigme, ce qui est quand même un peu excitant, moi je l'ai fait 2 ou 3 fois, je passe pas tous mes vendredis à 14h à faire ça, mais c'est la course de vitesse, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est hallucinant, quoi. Ils reconnaissent un truc en 1 minute et demie, alors que parfois il faut faire des petites recherches. Juste une chose, la magie de Twitter. Sébastien qui regardait son fil Twitter sur son téléphone vient de voir que Marine est actuellement à Toulouse et demande si quelqu'un veut prendre un café avec elle. Et donc si on avait su ça avant, on lui aurait dit de venir. Vous l'avez déjà rencontré en vrai? Non, c'était il y a 2 heures. C'était il y a 2 heures. Donc, Ah non, alors, elle est à la BEM, a priori. vous la connaissez pas en vrai? on la connaît pas. On la connaît On pas. peut lui dire qu'on en parle dans un séminaire très sérieux, Qu'on a vu qu'elle avait un vocabulaire parfois. Voilà. Qu'on attend qu'elle soit agrégée. J'espère. Ouais, C'est une déjà. Mais je vous montre Non, de tout la à l'heure, mais il y a son blog est vraiment amusant. Et en fait, je pense que la conséquence de cette conversation nocturne qu'on a eue avec Marine en avril dernier, dans les minutes qui suivaient, elle nous suivait sur Twitter. Avant, elle n'était pas abonnée à notre fil. Et on a vu sur son blog apparaître dans les semaines qui suivaient des billets dans lesquels elle utilisait des documents Gallica. Je pense que voilà, c'est
C'était un bon retour sur investissement, on va dire. Autre rendez-vous hebdomadaire, mais sur Twitter cette fois-ci, là c'est la chasse au trésor, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau versement de documents dans Gallica, donc ils arrivent chaque semaine tous d'un seul coup. Donc on envoie un lien ici là vers les documents en question et on demande aux gallicanautes de nous signaler leurs trouvailles avec le hashtag chasse au trésor. Donc on a des aficionados de la chasse au trésor chaque semaine. Ce qui veut dire d'une certaine manière que c'est les internautes qui aident à valoriser le fond, le patrimoine. Donc dans notre réflexion sur ces nouveaux usages, c'est aussi comment se constitue une communauté, alors certainement de quelques dizaines d'individus, mais qu'on met à contribution le public aussi pour la co-valorisation, je dirais. Oui, et puis nous aussi, en tant que membres de l'équipe Gallica, on a beaucoup appris de ces usages-là, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes réflexes que les internautes moyens, qu'on a une vision très spécifique de la bibliothèque numérique et des collections qui y sont accessibles. Donc ça enrichit aussi le spectre qu'on peut avoir et le regard qu'on peut avoir sur les collections numérisées. Donc l'autre axe, c'est de repérer et de mettre en valeur les trouvailles des gallicanautes dans la bibliothèque numérique. Donc ces trouvailles-là, elles peuvent s'exprimer sur Twitter. C'est le cas de ces deux tweets-là qui mettent en valeur un document trouvé dans Gallica. Donc, on va s'efforcer de retweeter ces trouvailles-là, de leur donner là encore une plus grande visibilité que ce que le tweet initial pouvait avoir. On va aussi chaque jour faire une veille sur ce qui se dit ou sur les mentions de Gallica sur le web en général, donc sur les blogs, sur les forums de discussion, sur les sites web. On va chaque jour regarder ce qui a été publié de neuf. On fait une sélection de contenus qui nous paraissent intéressants et on les valorise sur Twitter avec le hashtag Gallicanote. Donc si on regarde... Donc par exemple ici, un lien tweeté avec le hashtag Gallicanote qui renvoie vers un billet de blog, le blog du portail Généanet, qui a donc découpé un article de presse dans un document trouvé dans Gallica, qui le met en valeur, etc. Et puis par ailleurs sur Twitter, on se conforme à un certain nombre de traditions, de codes propres au réseau, en l'occurrence le Follow Friday, qui est une sorte de rituel du vendredi qui consiste à signaler à l'ensemble de ses abonnés des comptes que l'on juge dignes d'intérêt. Donc là, c'était une semaine où on avait signalé un certain nombre d'utilisateurs de Gallica qui peuvent être des particuliers. Donc lui, je crois que c'est un doctorant en histoire. Il travaille sur l'histoire du socialisme en Bretagne dans les années 20-30. Il est doctorant de l'EHESS et il a par ailleurs un blog sur Hypothèse. Voilà, donc lui, on le voit souvent. Il est assez actif. Mademoiselle Titam, je crois qu'elle est québécoise et je ne sais pas du tout ce qu'elle fait dans la vie. BFM Patrimoine, là, c'est une institution partenaire de la BNF qui va régulièrement aussi valoriser des documents de Gallica qui
sont en lien avec le Limousin. Et puis Pécadille, qui est une fidèle du compte Twitter. Ce qui est intéressant aussi, c'est on finit par identifier des utilisateurs très actifs qui deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de la bibliothèque numérique. C'est-à-dire qu'ils ont une telle présence et une telle capacité à trouver des documents, à les valoriser sur leur fil Twitter, sur leur blog, que ça fait d'eux des relais de communication autour de la bibliothèque numérique. Et alors, donc, dernière façon de mettre en valeur ces trouvailles, c'est sur un des tableaux du compte Pinterest. Donc toutes ces images-là, c'est des images qui ont été trouvées dans Gallica et intégrées sur des blogs ou sur des sites par des particuliers ou des institutions. Donc je voulais vous montrer celui-là. Parce que ça, c'est le blog de Marine. Ah. Voilà, raconte-moi l'histoire, vulgarisée et souvent vulgaire. Ah, c'est l'affaire du garçon qui a embrassé dans la rue des filles de force, Guillaume Play, c'est ça. C'est ça. Oui. Il y a la vidéo où il montrait comment il pouvait embrasser des filles comme ça. Ouais. Et donc là, toutes ces images, elle les a découpées dans un document trouvé dans Gallica. Mais pour avoir une idée de la variété des choses qui sont trouvées, utilisées, c'est ce tableau Pinterest. Alors oui, ça aussi c'est intéressant, parce que, donc il y a des usages spécifiques qu'on repère. En fait, le fait de faire cette veille quotidienne sur les utilisations de documents de Gallica, ça nous a permis de découvrir des usages dont on ne soupçonnait pas l'existence. Donc on savait que les généalogistes utilisaient beaucoup Gallica, ça s'est confirmé avec la façon dont ils en parlent sur leurs différents blogs. Ce qu'on savait moins, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher des recettes de cuisine dans les manuels de cuisine de Gallica, qui peuvent être des documents du XVIIe, du XVIIIe siècle, un dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, ce genre de choses-là, qui vont faire la recette, la prendre en photo, publier sur leur blog toute l'histoire de la recette étape par étape. Et puis il y a aussi toute une communauté d'internautes qui s'intéressent à la mode du XIXe siècle et en particulier à l'histoire du corset. Donc des femmes qui reproduisent des corsets à partir de patrons qui sont publiés dans des mensuels féminins des années 20. Et souvent, c'est des sortes de micro-communautés, mais qui sont très structurées parce que c'est des blogueuses qui se connaissent entre elles, qui vont régulièrement commenter sur les billets des unes et des autres et qui se refilent des tuyaux. Et donc, la mise en ligne du périodique Les élégances féminines dans Gallica, ça a été un événement dans la communauté des blogueuses du corset du 19e siècle. C'est-à-dire 4 personnes. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on découvre. Est-ce que vous arrivez à voir si les professionnels se saisissent de ça? Par exemple, les professionnels de la mode ou de la cuisine, ou est-ce que ce sont des monsieur madame tout le monde qui se saisissent de tout ça? Est-ce que vous arrivez à le savoir? C'est très difficile, c'est très subjectif aussi, parce que il y a des choses qu'on arrive à percevoir. Par exemple, on sait que Emmanuel Laurentin, qui est producteur de l'émission radio voilà, sur France Culture, il est très actif sur Twitter, il nous cite régulièrement. Donc, on sait qu'on a des relais de ce type-là. Par exemple, le dernier prix Goncourt, Pierre Lemaître, qui n'est pas sur Twitter, il se trouve que dans les remerciements sont libres, au revoir là-haut, il cite Gallica et il cite les bibliothécaires de la BNF comme étant des sources inestimables pour la rédaction de son livre. Donc, et ça s'est traduit, en fait, je pense qu'il y a eu un concours de circonstances, mais par une hausse de la fréquentation de Gallica extrêmement... Les prescripteurs. Voilà. Non, allez-y. Mais vous ne lancez pas d'enquête pour connaître davantage ceux qui vous suivent? Non. C'est au fil du temps que vous avez une idée? Oui, puis
ça a l'air très pro comme ça, ce que je vous raconte. C'est quand même assez artisanal, hein. C'est-à-dire qu'on est une équipe de 6 personnes, mais personne, aucun poste n'est dédié à cette fonction-là. On fait tout ça, pas vraiment en plus, c'est inscrit dans nos fiches de poste, c'est reconnu par notre hiérarchie, mais c'est pas le cœur de notre travail. On n'a pas d'outils spécifiques. On a appris en marchant. Sur les 6, en fait, si j'ai bien compris, il y en a un par semaine qui est chargé pour une semaine, et donc ça roule par tranche de 6 personnes. Voilà, on a un système... Et une veille, vous êtes comme sur le bateau. C'est ça. Voilà, vous prenez votre quart, ou votre 6e. Et vous n'avez pas d'horaire du bureau, parce qu'avec l'exemple de Marie, vous avez regardé et répondu à 9h. Oui, mais ça, c'est une faute professionnelle. Voilà. En fait, ça fait partie. Mais c'était tellement tentant. Ça fait partie des règles qu'on s'était fixées au départ, avec le rythme de publication. C'était dire jamais de publication le week-end et jamais de publication en dehors des heures de bureau, par exemple. Mais on se prend au jeu, oui, c'est ça. Oui, ça n'a plus de fin. Oui, et puis c'est le caractère addictif des réseaux sociaux. Enfin, il y a un truc. Et excusez-moi, vous avez parlé de la hiérarchie. Quelle est la réception à la BNF de ce travail-là? Parce que quand on a eu la joie de connaître le progressisme des conservateurs de la BNF, j'imagine que ça ne va pas être facile tous les jours. Alors, avant de lancer ça, on a rédigé une note qu'on a fait valider par une chaîne hiérarchique qui est remontée jusqu'à la directrice générale, qui est descendue jusqu'à nous. Donc c'est vraiment un travail qui est légitimé et validé par la hiérarchie. Après, s'il pouvait y avoir un peu de scepticisme au départ, quand on a lancé ça en 2010, parce qu'on pouvait avoir le type de réaction que vous avez eu, mais aller sur Facebook, c'est quand même tendre la main au diable, je caricature grossièrement. Donc, ça a pu arriver qu'on ait ce genre de réaction. Aujourd'hui, on constate quand même une certaine bienveillance de la part des gens qui connaissent ces outils. Et puis, il y a tous ceux qui ne les connaissent pas. C'est aussi... Et qui ne les connaîtront jamais. Voilà. Au sein de l'institution, vous voulez dire. Au sein de l'institution, mais en général, en dehors de l'institution aussi, je pense que c'est... Après, c'est ce que... L'énigme du vendredi, par exemple, ça a pas mal contribué à accentuer la bienveillance des collègues en interne, parce que certains se sont pris au jeu, parce que certains se sont mis à y participer. Donc il y avait cette énigme du vendredi, elle a créé une sorte d'émulation autour des contenus de Gallica, et ça a participé à l'adhésion des collègues en interne. Mais peut-être aussi parce que c'est pas démagogique votre usage des réseaux sociaux. Moi je crois que c'est important aussi. Certes, le ton peut être humoristique par moment, il y a des choses un peu gratuites comme l'histoire des sosies, mais qui est peut-être 1% de ce qui se dit par ces réseaux sociaux. Mais même le jeu de l'énigme du vendredi, c'est vraiment un jeu intellectuel de haut niveau. C'est vraiment très compliqué, donc c'est pas... vous n'allez pas dans un discours démagogique, il y a toujours ce que vous disiez sur l'identité, ou les missions que vous vous êtes données, c'est quand même de communiquer sérieusement sur les collections et les valoriser. Être toujours dans votre rôle d'institution et Donc je pense que ça aussi, ça a pu faire tomber d'éventuelles réticences si tant est qu'il y en avait au départ. Mais il y en a quand même eu très peu. Puis alors, le dernier point par rapport à l'interaction avec les gallicanotes, c'est aussi le fait qu'on a pu du coup sur Twitter ou sur Pinterest repérer des usagers intensifs de Gallica qui avaient l'air de faire des recherches extrêmement pointues sur un sujet ou un thème précis. On est rentré en contact avec eux et on les a invités à nous produire des albums d'images sélectionnées dans Gallica qu'on a ensuite publié sur la page Facebook de Gallica. Donc c'était vraiment redonner à l'usager une place et redonner aux gallicanotes une place centrale dans le processus de valorisation des collections numériques. Donc là,
ces trois invités, une américaine qu'on avait rencontrée sur Twitter, un blogueur aussi, Philippe Autuin, qui est un fidèle de la première heure, et cet album-là qui a été préparé par Peccadille, qui est l'album qui a eu le plus de succès de toute l'histoire de la page Facebook de Gallica. Donc voilà, c'était aussi un joli symbole que l'album qui crève le plafond en termes de likes, ce soit celui d'une invitée. Et du coup, ce travail qu'on a initié sur Twitter, qui se répercute sur la page Facebook de Gallica, il a aussi contaminé les autres outils de médiation qu'on avait mis en place au départ, comme le blog, où on a publié des billets qui s'intéressent à différents usages des bibliothèques numériques, donc les blogueurs de la blogosphère culinaire, les forumers du forum Page 14-18, qui est un forum de discussion exclusivement consacré à la Première Guerre mondiale et qui est un repère de chercheurs dans Gallica qui vont vraiment chaque semaine inspecter les nouvelles mises en ligne, faire des listes d'historiques régimentaires, enfin, qui ont vraiment un regard extrêmement pointu sur les collections de Gallica. Et enfin, les généalogistes. Là, c'était un billet qu'on avait publié à la fin de ce qui s'appelle le Challenge A to Z, qui a été initié par une blogueuse en généalogie et qui consistait à défier les blogueurs, les généablogueurs, donc tous ces généalogistes qui ont des blogs, à publier pendant un mois un billet par jour sur un mot ou un thème commençant par une lettre de l'alphabet. Donc le 1er avril c'était A, le 2 avril B, etc. Et en suivant ces publications, il y avait une cinquantaine de blogs qui s'étaient prêtés au jeu, on trouvait de façon très régulière des références à Gallica ou des documents trouvés dans Gallica. C'était une façon de rendre hommage à ce défi-là. Même chose, on réutilise cette veille dans la lettre d'information avec une rubrique du côté des Gallicanautes qui met chaque mois en valeur le Gallicanaute du mois. Donc ici, on avait parlé du blog Diaprure, laquelle Diaprure sur Twitter a été pas peu fière d'être citée dans la lettre d'info. Alors concrètement, donc, on est une équipe de 6 personnes, avec un responsable de publication qui prend la main chaque semaine. Donc chaque semaine, ce rôle de responsable de publication est assumé par une personne différente, qui a donc la main sur l'intégralité des outils Facebook, Twitter et Pinterest. Et on procède comme ça par roulement. La seule contrainte qu'on se donne, c'est que chaque semaine, le responsable de publication envoie au reste de l'équipe sa programmation sur Facebook. C'est-à-dire qu'on programme jour par jour, on dit le lundi je vais faire ça, le mardi je vais faire ça, le vendredi je vais faire une énigme autour de tel thème. On arrive à programmer nos publications sur Facebook. En revanche sur Twitter, là c'est vraiment au fil de l'eau. Voilà, sachant que cette programmation-là, elle se nourrit à la fois des suggestions que les collègues peuvent nous envoyer, mais aussi de tout ce qu'on peut constater comme réutilisation de documents. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de publications qu'on a pu faire sur Facebook ou de tweets qu'on a pu publier qui s'inspirent de trouvailles de Gallicanautes. Ça vient nourrir cette programmation-là. Vous préparez tout en amont la semaine précédente ou il y a une programmation plus longue pour certaines choses ou c'est au fil de... Ça peut arriver qu'on ait des demandes aussi de notre hiérarchie, par exemple, qui nous dit bon, la semaine du 11 novembre, ce serait bien de faire une semaine spéciale 14-18. Ou tel jour, il y a une journée d'études sur ce thème-là organisée à la BNF. Est-ce que vous pouvez publier un document en rapport avec ces journées d'études? Après, on essaye de réfléchir un peu en avance par rapport aux commémorations nationales, qui peuvent être des moments
important, mais on a quand même assez, enfin, on est toujours pris par ce rythme, et on se rend compte que c'est assez difficile de programmer aussi, parce qu'on est toujours surpris par les arrivées de nouveaux documents dans Gallica, par l'actualité aussi, puisqu'on essaye, dans la mesure du possible, de réagir à l'actualité culturelle ou l'actualité sportive, donc c'est assez peu programmable à long terme. Voilà, une petite sélection de tweets pour finir. J'ai une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Que la hiérarchie a des demandes. Je voudrais savoir comment en fait vos collègues de la BNF se sont saisis de cet outil. Parce que vous dites qu'ils font des suggestions. Est-ce que c'est limite est-ce que finalement l'institution s'est massivement saisie de l'outil pour faire beaucoup de suggestions? Proportionnellement, qu'est-ce que ça Juste avant représente? que Mélanie réponde, en fait, Caroline va être un petit peu la discutante. Donc, est-ce que ce serait possible peut-être que tu amènes ta chaise ici et sachant que la salle a aussi la parole dans cette dernière demi-heure et que du coup, voilà, mettez votre grain de sel, bien entendu. Ça permettra d'entendre mieux peut-être au fond de la salle aussi. Alors oui, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'il y a quand même au sein de la BNF, parmi nos collègues, un certain nombre de gens qui sont sur Twitter et qui ont un fil Twitter, qui communiquent soit pour des raisons professionnelles, enfin, on a vraiment un certain nombre de membres de Twitter influents qui sont des agents de la BNF, qui nous relaient, avec qui on a des discussions. Donc ça fait partie des collègues qui sont pleinement saisis de ces outils-là. Mais pour ce qui est de la... On ne peut pas vraiment dire que l'institution se soit saisie de ces outils-là. D'abord parce que l'institution, elle a aussi d'autres chats à fouetter. Et que ce qu'on appelle la médiation numérique à la BNF, qui passe donc par une mise en valeur des contenus hors de Gallica, elle se joue aussi dans Gallica. Et que ça, c'est un chantier dont les collègues en interne se saisissent, qui est le fait de créer dans Gallica, et ça c'est assez récent, un certain nombre de pages d'accès à des corpus. Donc là, c'est vraiment un travail de sélection de documents numérisés, de mise en ordre, de mise en forme, de création d'arborescence, qui est en cours au sein de la BNF. Et ça, ça mobilise les équipes, et c'est un enjeu majeur d'évolution de la bibliothèque numérique dans les années qui viennent. Sans doute beaucoup plus important que ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux en termes de structuration des contenus et en termes de valorisation des contenus. Par exemple, ça, c'est les pages qui sont consacrées aux enregistrements sonores dans Gallica. Dans Gallica, aujourd'hui, il y a quelque chose comme 3000 enregistrements sonores auxquels on peut avoir ici accès. Donc, par exemple, je suis sûre que vous ignoriez qu'on peut trouver dans Gallica les cours de Gilles Deleuze. Non, je ne sais pas, Twitter. On peut les télécharger, les écouter sans internet. Non, alors vous ne pouvez pas les télécharger. C'est les seuls documents dans Gallica que vous ne pouvez pas Donc télécharger. on peut les écouter qu'en ligne. Ouais. Voilà, donc ça, ces pages-là sont voilà, des listes permettant l'accès à des corpus qui sinon sont difficiles à retrouver ou à rassembler avec le moteur. Ça occupe beaucoup les équipes aujourd'hui. Et est-ce que ces équipes qui sont investies là-dedans se servent après de ce que vous mettez en place, de profil Twitter, Facebook, pour vous dire, il y a ça En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que
ce travail sur les collections numérisées effectué par les équipes BNF dans Gallica, nous, ça nous permet de connaître plus finement les collections, de pouvoir... enfin voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. On n'a pas encore le réflexe des personnes en charge de ça, de dire pour valoriser ça, je vais demander à ce que Donc ces personnes qui relaient, qui tweetent, enfin, qui font des suggestions de tweets, etc., c'est combien de personnes dans l'institution à peu près? Ou un pourcentage de... Après, c'est très... Je serais incapable de vous dire, mais ça peut être des gens qu'on croise à la cantine, ça peut... Enfin, c'est pas forcément très formel comme... C'est très important. Est-ce que la hiérarchie a mis en place une procédure d'évaluation de votre travail? Alors, c'est-à-dire qu'on est soumis à un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs de performance que la BNF rend des comptes au ministère de la Culture. Et parmi ces indicateurs, le nombre d'abonnés à la page Facebook, le nombre d'abonnés à la lettre d'info, le nombre d'abonnés au fil Twitter, voilà, sont listés dans les indicateurs. Mais je ne suis pas sûre que le ministère de la Culture considère que ce sont des indicateurs, qui ont moins d'importance que le nombre de visites sur les sites physiques de la BNF ou les visites sur Gallica, même. C'est pas... Et par ailleurs, le fait de calculer en nombre d'abonnés ou en nombre de followers sur Twitter, c'est pas forcément un indicateur de succès. C'est pas le nombre qui compte. Non. Hein, c'est vraiment c'est l'interaction, c'est le nombre de partages. Pour moi, le nombre de partages d'une publication sur Facebook, il est beaucoup plus parlant que le nombre de likes ou que le nombre de commentaires qu'on peut avoir sous la publication. Mais tout ça, c'est des indicateurs pour les calculer, il faut des outils, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. D'accord. Et qu'on n'a pas le temps ni l'envie de faire pour le moment. Donc par exemple, quand vous avez votre nombre de followers, je ne sais plus combien vous avez de followers, vous ne savez pas s'il y a au bout d'un moment un essoufflement, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits comme followers, mais finalement qui ne regardaient plus ou qui... Ah oui, non, ça on n'a aucune visibilité là-dessus. De la même manière que le nombre d'abonnés à la lettre d'info, s'il y a des gens qui sont abonnés depuis 2009, il y en a sûrement un certain nombre qui ont changé d'adresse mail et qui restent destinataires de cette lettre. D'accord. Donc ça, aucun retour. Non. Après, on a, par exemple, sur l'envoi de la lettre d'info, on a des retours en termes de fréquentation du site ou en termes de... c'est assez fréquent qu'on envoie la lettre d'info, une lettre d'info qui parle d'un nouveau document qui est mis en ligne, et que quelques jours plus tard, on retrouve ce nouveau document mis en ligne sur des blogs, sur des forums de discussion. Voilà, parce que les abonnés à la lettre ont découvert l'existence de ce document par le biais de la lettre d'info, s'en sont saisis, l'ont partagé. Enfin, voilà, il y a une sorte de... Et comment vous le voyez ça? Vous êtes obligé de vous-même de suivre le... Parce que chaque jour, en fait, on s'est créé des alertes Google qui font que chaque jour arrivent dans notre boîte mail des nouveaux liens qui mènent vers des mentions Gallica. Et en termes de trafic, en fait, le trafic qui provient de Facebook et Twitter représente combien d'accès à Gallica à peu près? Alors, en fait, on a des outils de statistiques de fréquentation de Gallica qui montrent que les accès à Gallica, c'est trois familles. En fait. Il y a la famille des gens qui vont taper Alexandre Dumas dans Google, qui vont tomber sur une liste de résultats dans laquelle il y aura un lien vers Gallica et qui arrivent dans Gallica comme ça, via des moteurs de recherche, Google essentiellement, mais Bing, d'autres moteurs. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est les gens qui tapent gallica.bnf.fr dans la barre de recherche ou qui ont Gallica dans leurs favoris et qui cliquent sur leurs favoris. Donc ça, c'est l'accès direct. Et la troisième famille, c'est les gens qui viennent d'autres sites, hors moteur de recherche, qu'on appelle les sites affluents. Et dans la liste des sites affluents de Gallica, le principal pourvoyeur de Gallica Note, c'est Wikipédia, sous ses différents domaines, français, anglais, italien, etc.
ce sont les portails de généalogie, en l'occurrence Généanet, et ensuite les réseaux sociaux. Donc Facebook et Twitter, c'est, si vous voulez, en termes de nombre de visites, c'est relativement marginal par rapport au nombre total de visites dans Gallica, mais ça peut arriver qu'un tweet qui cartonne, un retweet de Maître Eolas, par exemple, c'est 5000 visites. Enfin, j'exagère, parce que c'est pas tout à fait vrai. Un retweet de Maître Eolas, c'est plusieurs centaines de visites dans Gallica. En revanche, un billet sur le blog Généanet, ça peut aller jusqu'à 5000 visites. En fait, il y a quelques mois, on a battu un record de fréquentation dans Gallica. On s'est dit, c'est bizarre, ça ne vient nulle part. Et en regardant les sites affluents, on s'est rendu compte que le blog de Généanet avait publié un billet dans lequel il n'y avait nulle part mention de Gallica, mais à la fin du billet, qui était un billet sur les traîtres qui avait été pris en flagrant délit chez des prostituées à la fin du XVIIIe siècle. Donc avec un titre un peu accrocheur dont je ne me souviens pas, mais c'était vraiment le truc qu'on avait envie de lire. Le lien était en toute fin de billet. Il y a 5000 personnes qui ont cliqué sur ce lien dans la journée. Donc ça, c'est un... Enfin voilà, il y a des médias qui ont ce pouvoir-là. C'est pas encore le pouvoir de Facebook ou de Twitter par rapport à Gallica, mais ça peut arriver. Si vous voulez, la courbe, elle varie en fonction des journées. J'ai une question sur l'impact que Gallica a sur la consultation des fonds de la BNF. Parce qu'en fait, un exemple concret de document qui avait été mis en ligne en Italie et qui entraînait la non-accessibilité physique de ces fonds. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver pour la BNF, ou alors est-ce que Gallica c'est simplement numérisé, mais pour autant les fonds de la BNF restent totalement accessibles? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui est pensé ou pas? Alors ça dépend. Ça dépend des fonds. C'est vrai que souvent, si vous commandez en salle de lecture, si vous réservez un document et que ce document est particulièrement abîmé ou particulièrement fragile et qu'il est en ligne dans Gallica, le conservateur en banque de salle va vous dire bon, ce serait peut-être mieux si vous pouvez le consulter sur Gallica. Après, c'est vraiment c'est assez variable. Mais il n'y a pas de politique générale de détournement des collections physiques pour rerouter les gens vers Gallica pour augmenter nos statistiques de fréquentation. Ceci dit, j'ai le cas, pour répondre à votre question, d'une étudiante qui travaille sur un manuscrit byzantin qui a été demandé bien sûr la consultation du manuscrit. On l'a bien sûr envoyé sur Gallica, mais par contre, elle a eu, une fois qu'elle a eu bien étudié toutes ces images, elle n'a eu aucun problème pour avoir accès au vrai manuscrit du XIVe siècle, une fois qu'elle a eu besoin de vraiment analyser physiquement ce qu'était la chose. Pour ce qui était de l'analyse iconographique, elle pouvait le faire sur image, mais elle n'a eu aucune réserve, aucune barrière pour aller voir le vrai. Mais elle n'a pas passé 3 à 6 semaines dessus ou 6 mois dessus. Elle l'a vu 4 fois. Et du coup, ça participe peut-être de la politique de conservation, en exposant moins les manuscrits ou Ils ne pas sont pas exposés, mais ils non, non, mais le fait de ils sont peut-être moins feuilletés. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est peut-être que du coup, ça permet de mieux les protéger. Oui. Ça s'abîme, ces choses-là. En fait, ceux qui regardent d'expérience, je sais que quand on demande un manuscrit médiéval, par exemple, à la BNF, quand on a la chance de le voir, on le voit avec des gants, etc. Mais après, quand il y a les conservateurs de la BNF qui vont faire une séance à l'INH avec un manuscrit, ils sont là, comme ça, à tourner les pages des manuscrits carolingiens, ça leur fait pas peur, et en plus, ils sont filmés. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je sais qu'il y a plusieurs écoles quant à la manipulation des manuscrits médiévaux et l'histoire de qu'est-ce qui est le plus perturbateur pour le document, le gant ou pas le gant. Il y a plusieurs écoles. Bien sûr. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est qu'on a toujours accès quand même aux manuscrits sous certaines conditions qui sont absolument normales vu le caractère quand même archi précieux de ces choses-là.
Moi j'ai une question aussi sur la valorisation internationale de tout ça. Est-ce que parmi ceux qui vous suivent, il y a des étrangers, des institutions étrangères ou des particuliers, des réseaux de chercheurs? Est-ce que vous avez réussi à identifier un peu ce rayonnement international de tous ces outils? Alors, sur Facebook, c'est très difficile d'identifier les gens qui sont abonnés, parce que le réseau n'est pas fait pour ça quand on est une page et pas un profil. Sur Twitter, en revanche, c'est plus facile, parce qu'on peut les consulter, parce que la plupart des fils sont publics. On sait qu'on a un certain nombre d'abonnés fidèles qui sont des abonnés australiens, américains, britanniques. On a identifié comme ça. Il y a eu tout un moment aussi où il y avait une coréenne qui traitait des documents de Gallica, mais là on n'avait pas les compétences pour communiquer avec elle, donc c'est pas du tout. Elle tweetait en coréen? Oui. Oui, ça limite un peu. Pour ce qui est des institutions, c'est plutôt. C'est vrai que Twitter, ça nous a permis de nous rapprocher d'un certain nombre d'institutions, et plutôt d'institutions françaises, des bibliothèques, mais aussi des musées. On communique pas mal avec les musées, on s'envoie des outils. Ça nous arrive de faire des opérations communes aussi, par exemple. Pour la journée des archives, on avait fait un album commun avec des documents de différentes institutions qu'on avait tous publiés en même temps sur nos pages Facebook respectives. Voilà. Vous parlez des relations avec des institutions, avec les musées notamment. Comment valorisez-vous les collections hors Twitter et autres réseaux sociaux près des universités? Et comment envisagez-vous justement la circulation des informations entre tout ce que vous mettez à disposition du grand public et le travail qui se fait dans les universités sur le plan de la recherche? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. D'abord, je pourrais dire que c'est pas nous. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'actions communes entre la BNF et des laboratoires de recherche, de l'ABEX qui sont partenaires, pour lesquels la BNF est partenaire, mais ça ne se joue pas au sein de notre équipe, ça ne se joue pas au sein pas seulement au sein du département d'où je dépends. Après, il y a aussi un service d'action pédagogique à la BNF, mais qui travaille plutôt avec des publics scolaires, du secondaire. Mais c'est vrai qu'on est, en tout cas vu du point de vue Gallica BNF sur Twitter et sur Facebook, on est très peu en relation avec des labos de recherche ou des universités. C'est vraiment, pourtant c'est des gens qu'on est allé suivre. On suit un certain nombre de comptes de fil Twitter d'universités en France, mais il n'y a pas d'interaction. C'est un peu dommage parce que quand on voit les fonds que vous mettez à la disposition des jeunes chercheurs, et peut-être les difficultés aussi pour les jeunes chercheurs d'avoir accès à ces outils, de bien les connaître, de s'informer, donc c'est un peu dommage. En même temps, vous faites des conférences assez régulièrement. Vous parliez d'une conférence la semaine dernière dans un master. Ça c'est des formations. Là, en l'occurrence, c'était un enseignant qui nous avait sollicité pour qu'on présente Gallica à ses étudiants. D'accord, donc c'est un peu individuel, c'est pas encore institutionnel. Ouais. Si je peux rebondir sur ce que vous disiez, en fait, par exemple, au niveau des universités, toutes les universités n'ont pas de community manager. L'UNIRA n'en a pas, par exemple, c'est la com, mais la com en fait physique qui s'en occupe, mais qui n'a pas du tout les mentalités d'Internet. L'exemple que vous avez cité tout à l'heure, en fait, de transmission de l'information entre Twitos au niveau de la cantine, c'est horizontal, et c'est quelque chose qui caractérise bien les réseaux sociaux numériques. C'est quelque chose que l'université, on n'a pas encore. Même nombre de laboratoires n'ont pas de responsables de fil, tout simplement. Donc il y a aussi de l'autre côté de la barrière une absence d'interlocuteur qui est préjudiciable à la diffusion de... Framespa en a un, en la personne de Sébastien Poublan qui anime le fil Twitter. J'avais une question. Oui, je me demandais, vous parlez de Google Book tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui c'est un danger pour Gallica ou est-ce que c'est pas tout à fait le même plan? Est-ce que Gallica fait face à ça? Je pense qu'il y a plein de choses qui distinguent Google Books et Gallica. Google Books a une force
laquelle BNF ne pourra jamais se mesurer, c'est son moteur de recherche. On pourra faire tous les efforts qu'on pourra, on ne pourra jamais un moteur de recherche qui a la puissance de Google Books, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on a envie d'avoir, puisque le fonctionnement du moteur de recherche de Google, avec une pondération par popularité des recherches, etc., c'est pas forcément ce qu'on veut pour Gallica. Après, en termes de contenu, Google Books, c'est quand même des livres, des magazines, des revues, de la presse. Gallica, c'est des livres, de la presse, des revues, mais aussi beaucoup d'autres types de documents qui contribuent à créer une sorte de contexte autour des documents imprimés, et que ça c'est une force de Gallica par rapport à Google Books. Mais je pense qu'on a vraiment affaire à deux outils et deux produits radicalement différents pour plein de raisons. La question des métadonnées, par exemple. La force de Google, c'est l'indexation du plein texte, et c'est la capacité à rechercher dans le plein texte, mais sa faiblesse, c'est les métadonnées des documents. C'est-à-dire qu'on a des documents qui ont des métadonnées très pauvres, alors que les documents dans Gallica ont des métadonnées qui sont extraites du catalogue général de la BNF. Donc, voilà, le catalogue général de la BNF, c'est le catalogue général de la BNF. Donc c'est des métadonnées plus riches, plus structurées, etc. Et puis, en termes de qualité de la numérisation, par exemple, Google Books, c'est essentiellement du noir et blanc en 300 dpi. Gallica, aujourd'hui, numérise en couleur en 400 dpi. Donc ça veut dire que c'est pour ce qui est des livres, donc c'est pas la même qualité. Est-ce que sur Google Books, il y a des numérisations de manuscrits? Ils ont commencé, ils ne sont pas allés... Voilà. Non. Il n'y a pas des choix linguistiques non plus dans Google Books? Est-ce que c'est pas plutôt la production en anglais ou... Non. Non, ils ont numérisé des fonds de la bibliothèque municipale de Lyon, par exemple. Tout ce qui sortait. Il y a des fonds de bibliothèque suisse. Il y a peut-être le fait aussi que sur Google Books, on ne peut pas toujours accéder au texte en entier. Ça, c'est pour les ouvrages récents. Voilà. Mais à la BNF non plus. Sur les ouvrages récents, il y a les 70 ans. Donc, Mais c'est vrai que la position de Google par rapport à la... Enfin, c'est ce qui a aussi contribué à cette levée de bouclier en France contre Google Books, c'est aussi son positionnement par rapport aux droits d'auteur. Le fait qu'il passe outre, ou en tout cas il est passé outre au départ. C'est énervant. C'est juste. oui, il faut y revenir 2 heures après. Tu arrives à compléter. En faisant une autre requête. Mais parfois ils sont malins quand même. Ils ont reculé. Ça c'est bien. Ils sont quand même revenus sur ce qu'ils avaient fait au départ. C'est-à-dire maintenant, c'est des contrats qui sont au cas par cas signés avec les éditeurs et qui supposent un accord de l'éditeur en amont. Oui. Mais je crois qu'on ne parle pas la même chose là, de toute façon. C'est sur le fonds ancien qu'il faut comparer. Enfin, sur le récent, ils sont quand même les seuls à peu près à proposer, même si c'est tronqué et si c'est 10-20% du livre, ils sont les seuls à proposer au moins un petit feuilletage global des livres récents. Mais là où la comparaison avec Google Books, elle est structurante pour nous, c'est que aujourd'hui, l'horizon d'attente d'un internaute par rapport à un moteur de recherche, c'est Google. Pourquoi ça ne marche pas comme Google, votre truc? Et pourquoi est-ce que votre visualiseur ne marche pas comme Google? On a souvent des remarques de gens qui nous disent mais pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi c'est pas aussi simple que Google? Et bien parce que d'abord on n'a pas les mêmes moyens, et puis ensuite on n'a pas les mêmes fonds. Et que consulter une monnaie avec la possibilité de consulter l'avers, le revers et la notice séparément, parce que c'est comme ça que les numismates travaillent, et la possibilité parallèlement de consulter avec le même visualiseur de la presse de la Troisième République, qui est un document original grand comme ça, avec 6 colonnes de texte écrits en tout petit. Voilà, c'est l'interface de Gallica, elle doit gérer tous ces cas particuliers-là. Et il y en a un nombre incalculable. Plus on augmente la richesse et la variété des documents, plus ces cas particuliers se multiplient. Donc voilà, on n'a pas du tout la même approche du document. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait certaines choses qui soient trop compliquées dans l'interface de Gallica. Et ça, on le sait. Il n'y a pas que la complication, on n'est pas obligé d'être moche aussi. Oh, vous êtes méchant. Oui, mais
regardez ce qu'il y a au dernier. Ah bah oui, non mais ça, on n'est pas... Ben oui, mais c'est un peu général quand même, hein, sur Gallica. Ben, on est en pleine refonte. Ça fait quand même un peu daté, quoi. Oui, c'est sûr. Un peu daté, quoi. Oui, c'est vrai que la page d'accueil, elle est... Mais on est actuellement en train de refaire le site. Donc bientôt, vous aurez un nouveau Gallica, moins ringard, plus beau. Surtout qu'il soit ringard ou pas, ça se démode tellement, ça ne veut rien dire ça. C'est surtout que depuis que vous êtes passé à... Il n'y a pas de mots-clés, on doit taper tous les termes. Par exemple, avant-hier, je cherchais un journal, Le Populaire. Vous tapez Le Populaire dans la Gallica, même si vous vous mettez là, donc Le Populaire. Et bien, la patience m'a manqué. Et vous savez comment je l'ai trouvé? Avec le nom d'un journaliste? Passant par le catalogue général. Pas du tout. Parce que alors là, je veux dire que pour retrouver Le Populaire, bon, vous arrivez, non mais c'est comme ça. Eh bien, il y a un moyen. Vous passez par Google. Google, vous mettez Le Populaire et vous avez tout de suite la référence à vous. Et donc souvent, je passe par Google pour avoir la référence dans Gallica. Il faut taper populaire tout seul? Non, ça suffit pas. Si on tape que populaire, parce que les c'est populaire. Il y est là, tu vois? Il y est. Il faut pas taper les articles. Non, mais regarde. Mais il est là, il est là, organe du comité d'action. Non, c'est Le Populaire du Midi. Non, organe du comité d'action là-haut. Ben, il y a toute une suggestion. Il faut jamais taper les articles. Hein. J'ai jamais tapé les articles. Si tu as dit le populaire, tu tapes le. Il faut taper populaire, pas Le Populaire. Vous vouliez quel populaire? Alors, on n'est pas celui-là, parce que non, c'est pas Le Populaire clandestin. C'est celui-là et cette vidéo qui date de 1916 au début. Il était dans le menu déroulant. Enfin, vous voyez, non, c'est pas simple. Il ne faut pas taper les articles, c'est ça qui est perdu. Non, c'est pas évident. Ben là, en tapant populaire, tu l'avais tout de suite. Mais si, non, regarde. Si, Mélanie, vous pouvez retaper populaire. D'action, c'est pas celui-là. Mais regarde la liste. Tu tapes que populaire, regarde. Regarde les suggestions. Il n'y en a aucun qui était le bon? Là en bas, moi, quand j'ai fait ça, moi j'ai pas ça. Sur mon ordinateur, j'ai pas. Bah si, c'est la même chose. Non, je l'ai pas. Ils sont directement sur la navigateur. Parce que tu n'avais pas peut-être fait station sur Presse et Revue. Tu avais fait sur parce qu'il y est là dans le. Enfin bref. Oui, non mais moi ça, je l'ai pas, ça, je le découvre ça là. Et pourtant j'utilise plusieurs fois par jour. Mais non, alors attendez, on va essayer autre chose. Ah ouais, alors après, si on tombe ça, maintenant je passe par Google, je l'ai tout de suite. Ça, la recherche avancée, vous la question de l'esthétique, pour la valorisation des sites sur le net, non mais c'est important, on est historien de l'art, d'accord, et on est attaché aux images. Pour la valorisation d'un site, la question de l'esthétique est essentielle. Je reste quand même sur cette position. Mais ils y travaillent. Et que ce soit pour Framespa, pour Gallica, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Bon, ceci dit, quand même, Gallica a complètement changé notre façon de travailler. Surtout pour les non-parisiens. Voilà. C'est-à-dire que là où, les pas fortunés. Quand on montait à la capitale et qu'on prenait nos petites notes, on se prenait, on était obligé de faire des choix drastiques sur ce qu'il fallait prendre, pas prendre. Ça nous coûtait très cher aussi en termes. Maintenant, avec la Gallica, on a tout sous la main. Et avec cette croissance exponentielle, moi je dois dire que je suis complètement baba. Et ça m'a complètement changé ma façon de travailler. C'était quel populaire que vous vouliez? Paris socialiste. Non, mais comment on fait? Alors je dirais, de quoi c'est son entreprise? Mais je veux pas, moi je veux mais bon, je tape populaire. Ouais. Comment vous arrivez à voir ça là? Tout le monde connaît pas populaire. Mais en tapant le populaire et pas le populaire. Bien sûr que sur mon truc, j'ai pas ça. Je tombe directement là-dessus. J'appuie par Presse et Revue. Vous avez vu, j'ai oui, Presse et Revue. Voilà, et là par auteur. Ah ouais, d'accord. En faisant ça, c'est ça. Et donc il y a un travail actuellement de renouvellement de l'interface. On travaille sur la refonte du visualiseur, puisqu'aujourd'hui il y a 3 outils de visualisation différents sur Gallica. L'idée c'est de les rassembler en un seul, qu'il soit plus intuitif, beaucoup plus beau, et
qui mettent en valeur le document en majesté, donc ça c'est l'objectif, et parallèlement on travaille à la refonte de la page d'accueil et donc de l'ensemble des pages pour abandonner cette espèce abandonner aussi le look du moteur de recherche, enfin vraiment simplifier, épurer l'ensemble. Et c'est votre équipe qui s'occupe de ça ou c'est une autre équipe au sein de Gallica? Ah, c'est pas l'équipe réseaux sociaux, c'est vraiment l'équipe au département informatique. Au niveau de l'équipe des réseaux sociaux, quels sont les défis que vous avez à relever? Est-ce que vous les identifiez pour l'avenir, étant donné l'évolution de ces réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une réflexion prospective un peu sur ce qui vous attend? On s'interroge sur l'opportunité ou non d'aller sur d'autres réseaux. En l'occurrence Tumblr, là on est en train de se demander si on y va, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est. Tumblr c'est un... Pardon ? Vous avez des gifs animés? Oui, non. Tumblr c'est une plateforme, c'est à la fois une plateforme de blog, mais de blog très simplifié, et un réseau social, donc on peut suivre les autres, être suivi, etc. et qui a un certain succès aujourd'hui. Et puis parallèlement, il y a aussi des échéances commémoratives, là, le centenaire de la Première Guerre mondiale. On sait qu'il va falloir qu'on y aille, mais comment est-ce qu'on va faire pour se distinguer dans l'ensemble, la polyphonie des voix? Est-ce qu'il faut qu'on adopte une approche voilà. Et est-ce que vous verriez vous-même des limites à ce type de valorisation? C'est difficile parce qu'on a vraiment le nez dans le guidon et qu'on est convaincu de ces outils et de la légitimité qu'on peut avoir à partager des contenus sur ces outils. Après, ça m'arrive parfois d'expliquer ce qu'on fait à des gens qui ne connaissent pas du tout ces outils ou à des gens qui les utilisent mais qui ne sont pas des utilisateurs de Gallica et d'être face à des réactions d'incompréhension ou de scepticisme qui parfois me font douter. Il y a aussi, c'est assez rare, mais ça arrive, le soupçon de la démagogie, de la facilité, le côté un peu lol, un peu fun. Franchement, est-ce que c'est vraiment le rôle d'une institution nationale de verser là-dedans? Voilà. Le fait de devoir coller à l'actualité aussi peut-être, notamment sur Twitter? Est-ce que ça vous imprime une sorte de calendrier ou de nécessité de rebondir sur l'actualité, ou est-ce que ça vous en gardez? Non, ça c'est vraiment en fonction de la personne qui est en charge. D'accord. C'est pas systématique. Non. Il n'y a pas de comité scientifique qui planifie un peu, qui fait des choix de valorisation? Pour les réseaux sociaux, mais en revanche pour la valorisation dans Gallica, avec les pages d'enregistrement sonore, etc. Là, oui, d'accord. Ça, c'est beaucoup plus organisé, avec des validations. D'accord. C'est quelque chose qui risque de se mettre en place? Je pense pas. Non, ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, je pense que nous allons vous remercier infiniment de nous avoir fait cette très belle présentation.